Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie et aujourd'hui je vous parlerai de la contraception, aussi nommée la planification familiale. Voilà la disposition de la présentation et commençons par dire ce que c'est que la planification familiale. Alors selon l'OMS, la planification familiale est la capacité des individus et des couples à anticiper et à atteindre le nombre d'enfants souhaités ainsi que l'espacement et le moment de la naissance. L'accès à une planification familiale sûre et volontaire est un droit humain parce que les droits reproductifs font maintenant partie de la Déclaration internationale des droits de l'homme. La planification familiale est essentiellement à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et constitue un facteur clé de réduction de la pauvreté. Dans le monde, au moins de 222 millions de femmes qui souhaitent utiliser des méthodes de planification familiale sûres et efficaces ne peuvent pas le faire. Et cela est dû au manque d'accès à l'information, aux services, aux produits ou au soutien de leurs partenaires ou de leur communauté. La plupart des femmes ayant un besoin non satisfait en matière de planification familiale vivent dans 69 des pays les plus pauvres de la planète. Alors, quels sont les droits reproductifs? En 1994, il y avait une conférence internationale pour la population et le développement qui a eu lieu au Caire. Et voilà le professeur Mahmoud Fathallah qui a introduit cette définition des droits reproductifs. Maintenant, ces droits reproductifs font partie, comme je dis, de la Déclaration internationale des droits de l'homme. L'objectif étant de faciliter la capacité d'un individu à déterminer si, quand et combien d'enfants concevoir. Et les femmes supportent de manière disproportionnée le fardeau du choix contraceptif ou des grossesses non planifiées. Alors les femmes supportent beaucoup plus que les hommes. Alors, quelles sont les méthodes de contraception alors? Voilà les méthodes. Commençons par la planification familiale naturelle. Mais avant de faire ça, on va observer comment on peut évaluer l'efficacité d'un contraceptif. Et ça, on peut le faire en calculant l'indice de Pearl. Alors, l'indice de Pearl est le nombre d'échecs de la contraception, c'est-à-dire le nombre de grossesses, chez les femmes après 100 années d'exposition. C'est-à-dire soit 100 femmes pendant 1 an ou 10 femmes pendant 10 ans, par exemple. Alors ça, c'est 100 années d'exposition. Et comment on calcule ça? Le nombre total des grossesses accidentelles divisé par le nombre total de mois d'exposition. Et ensuite, on multiplie ça par 100. Voilà, alors commençons par la planification familiale naturelle. Ça veut dire le retrait, la méthode rythmique aussi, ou calendrier, la méthode de la glaire cervicale, la température basale du corps et la méthode symptothermique, qui est une combinaison entre numéro 3 et numéro 4, entre la méthode de la glaire et la température basale du corps. Marquons-nous que la planification familiale naturelle est la seule option pour certaines autorités religieuses, par exemple. Mais aussi, le taux de défaillance est élevé. L'indice Pearl est à 24, c'est-à-dire chaque 100 femmes qui utilisent ces méthodes pour 1 an, il y a 24 d'eux qui vont devenir enceintes. La deuxième méthode, c'est la méthode rythme ou calendrier. Et voilà, c'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire abstenir des rapports sexuels du 8e jour au 19e jour. Ce n'est pas très efficace, et comme on dit, l'indice de Pearl est à 24. Et comme vous le voyez ici, on divise le cycle, les jours de la menstruation, ensuite les jours semi-fertiles, les jours plus fertiles, et ensuite les jours demi-fertiles, et enfin, après le 10e jour du jour jusqu'aux règles, c'est vraiment la partie infertile. Et aussi depuis le commencement, bien sûr, de la menstruation jusqu'au 7e jour. Alors, entre 8 et 19, ce sont les jours dangereux où la femme peut devenir enceinte. Il y a aussi la méthode de la glaire cervicale. On sait maintenant qu'il y a des changements qui prennent lieu dans la glaire cervicale, c'est-à-dire pendant la phase folliculaire ou la phase lutéale. La glaire épaisse et ne permet pas aux spermatozoïdes de pénétrer. Mais pendant l'ovulation, et commençant quelques jours avant l'ovulation et quelques jours après l'ovulation, la glaire est plus souple. Elle peut faire des fils, comme on voit, comme on dit le Spinnbarkeit. Et alors, ce sont les jours dangereux où la grossesse peut prendre lieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un auto-examen de la glaire cervicale. La femme examine elle-même. Et comme on vient de dire que les rapports sexuels sont autorisés seulement pendant les jours secs, avant l'ovulation et après l'ovulation. Mais bien sûr, ça nécessite une formation par une experte féminine qui s'assoit avec la femme et lui apprend comment utiliser cette méthode. Ensuite, nous avons la température basale du corps. La température qui est prise le matin avant toute activité physique, même quand la femme est toujours dans son lit, c'est une bonne méthode pour maximiser la fertilité. Et aussi, mais elle est seulement bonne d'une manière rétrospective. C'est-à-dire quoi? D'abord, on ne cherche pas ici la fièvre. C'est peut-être un dixième de degré ou 2/10 de degré, comme vous voyez ici. Alors, il y a des thermomètres qui sont très sensibles, qui sont faits exprès pour cette méthode. Et alors que vous voyez ici, la progestérone est une hormone thermale, c'est-à-dire si on injecte la progestérone chez un homme, ça va lui élever la température, mais par un dixième de degré ou 2/10 de degré. Et exactement, c'est ce qui se passe après l'ovulation, après la sécrétion de la progestérone. Alors, mais le meilleur jour pour la femme de devenir enceinte, c'est le jour avant la montée de la température. Et alors, on peut utiliser ça comme méthode. On sait alors d'une manière rétrospective que l'ovulation a pris lieu. Mais on ne peut pas savoir d'une manière prospective que l'ovulation va prendre lieu. Et voilà la courbe de la température. Et comme je dis, il y a des thermomètres spécifiques pour ça. Peut-être qu'ils sont aussi digital. Et ensuite, on a la méthode symptothermique. Comme je dis, c'est une combinaison entre la glaire cervicale et la température basale du corps. Alors, le commencement de la période fertile peut être déterminé par l'examen de la glaire. Et la fin de la période par 3 jours après que la température monte. La deuxième méthode de contraception, ce sont les spermicides qui tuent les spermatozoïdes. Et voilà comment on fait. Il y a des mousses
des gels, des crèmes, des films, des éponges, des comprimés et aussi des suppositoires. Alors, comment on fait? La femme insère cette matière dans le vagin avant les rapports sexuels. Et comme je dis, la fonction c'est de tuer les spermatozoïdes. Mais aussi elle est peu efficace. L'indice Perle est entre 28 et 32. Elle doit être utilisée avec une autre forme de contraception alors pour améliorer les résultats de cette méthode. Par exemple, avec un préservatif masculin ou féminin ou un cap qu'on va dire. Et voilà, ça offre seulement une barrière pendant seulement 60 minutes. Après ça, l'efficacité du spermicide disparaît. Troisième méthode, ce sont les méthodes barrières, qui comprennent le préservatif masculin, le préservatif féminin, le diaphragme et aussi le bonnet cervical. Aussi le préservatif masculin, comme on voit ici, c'est la méthode la plus couramment utilisée. Fabriqué en latex, polyéthylène ou peau d'agneau, peut être recouvert de silicone, de gel à base d'eau ou de spermicide. Alors, ça améliore l'efficacité. On sait que ça s'adapte au pénis et empêche le sperme de pénétrer dans le vagin. Et ça, en même temps, il y a un avantage ici, c'est de réduire la propagation des infections sexuellement transmises. Le préservatif féminin, et alors, ça, c'est placé à l'intérieur du vagin, mais 8 heures avant le rapport sexuel. L'insertion est facilitée par un applicateur, comme vous voyez ici. Alors, la femme inserte un préservatif avec l'aide de cet applicateur. Elle ne doit pas être utilisée avec un préservatif masculin. Et comme le préservatif masculin, ça aide à prévenir la propagation des infections sexuellement transmises. Mais ça peut nécessiter une formation par une experte féminine. Mais c'est peu efficace. Le Perle index d'indice de Perle, c'est 21. Troisième méthode de barrière, c'est le diaphragme. C'est un dôme en caoutchouc, latex souple, qui recouvre le col et aide à empêcher les spermatozoïdes de l'atteindre. Et comme les autres, comme le préservatif féminin, ça nécessite, et plus que le préservatif féminin, ça nécessite une formation par un prestataire des soins, un médecin, une infirmière, et ça parce que si ce n'est pas placé proprement, bien sûr, ça ne va pas travailler. Laissé en place pendant au moins de 6 heures après un rapport sexuel et doit être retiré dans les 24 heures après un rapport sexuel. Et aussi, ça aide à réduire la propagation des ISTs. Mais, en même temps, elle est peu efficace avec un indice de Perle de 12. Et enfin, nous avons le bonnet cervical. Voilà, ça c'est un petit capuchon en caoutchouc qui recouvre le col et empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. Aussi, cette méthode nécessite une formation par un prestataire de soins. Elle doit être laissée en place jusqu'à 6 à 8 heures par la suite. Elle doit être retirée dans les 48 heures après un rapport sexuel, mais aussi elle est peu efficace, même moins que le diaphragme. Alors, l'indice de Perle est à 20. Passons maintenant au dispositif intra-utérin. Comment ça fonctionne? Ces dispositifs qu'on met dans la cavité de l'utérus ont un effet sur le sperme, un effet sur l'endomètre, un effet sur la glaire cervicale et un effet sur l'ovaire.
en particulier les dispositifs médicamenteux qui contiennent de la progestérone. Mais elles sont assez efficaces. L'indice de Pearl est de 0,8. Alors si 100 femmes utilisent cette méthode pour un an, il y a moins qu'une femme qui va devenir enceinte. Alors, comme on voit à droite, voilà, il y a un amincissement de la muqueuse de l'utérus, comme on dit. Et il y a aussi une réaction inflammatoire. Il y a l'épaissement de la glaire cervicale qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer le col. Il y a aussi l'inhibition des mouvements des spermatozoïdes par le dispositif. Et voilà les mécanismes. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé avec d'abord, en Arabie, pendant le XIIe siècle et même avant, les gens inséraient un calcul dans le vagin des chameaux. Et ils ont constaté que ça empêche la grossesse. Mais plus tard, au XIXe siècle, M. Grafenberg a inventé cet anneau qu'on voit au milieu ici, mais bien sûr, ça nécessite une dilatation du col. Alors, quand a inventé le plastique, M. Jacques Lippis était le premier d'inventer ce dispositif intra-utérin qui est peut-être laissé en permanence. Et en même temps, M. de Bouclier d'Alcon a été inventé, mais a été abandonné en raison de complications. Mais aujourd'hui, on utilise un de ces dispositifs intra-utérins, le cuivre 7, le cuivre T ou le mathylode. Parce qu'on a constaté que le cuivre, quand on l'ajoute au plastique du dispositif, ça augmente l'efficacité du dispositif. Alors, il y a le cuivre 7, le cuivre T, qui sont insérés, mais parfois, ça est rejeté par la femme. La matrice peut être très grande. L'insertion qui a été faite jusqu'après la parturition. Alors, on a inventé ce mathylode qui s'attache aux parois de l'utérus. Bien sûr, il y a plus de douleur, peut-être plus de saignement, mais alors il y a un taux faible d'expulsion et, comme je dis, de plus de saignement. Alors, il y a ici les dispositifs intra-utérins qui contiennent de la progestérone ou d'une substance qui est semblable à la progestérone, comme le lévonorgestrel, qui est la plus couramment utilisée. Alors, ce dispositif est fabriqué en plastique souple, contient 52 mg de lévonorgestrel avec une libération lente à 20 microgrammes par jour, qui nous donne un taux plasmatique de lévonorgestrel de 150 à 200 picogrammes par millilitre. Comment ça fonctionne? Épaissement, ça épaissit le mucus, la glaire dans le col de l'utérus et affine la muqueuse de l'utérus et supprime partiellement l'ovulation. Et ça reste dans le corps humain jusqu'à 5 ans et très efficace. L'indice de Pearl est à 0,2. C'est-à-dire, si on a 100 femmes qui l'utilisent pendant un an, il y a 0,2 de femmes qui deviennent enceintes. Ou disons ça d'une autre manière, si on a 1 000 de femmes qui utilisent cette méthode pour 100 ans, alors il y a 2 de ces 1000 qui peuvent devenir enceintes. Et comment on insère le dispositif? Voilà, on demande à la femme de rester dans une position de lithotomie. On met notre spéculum, on nettoie le col,
On mesure la longueur de l'utérus, ou bien par un son utérin, ou bien par l'échographie. Ensuite, on insère le dispositif fermé, comme on le voit au numéro 1, voilà, avec le piston jusqu'au fond de l'utérus. On retire la gaine extérieure en poussant la gaine intérieure. Alors, l'échographie, après ça, nous montre vaginale, nous montre que, ou nous confirme la bonne position du dispositif. Est-ce qu'il y a des complications? Oui, peut-être, rares, mais existent. Par exemple, l'expulsion, 2 à 10% des cas, principalement si inséré après l'accouchement. Saignement, démonstration abondante ou prolongée. Infection, perforation, c'est rare, 0,1 des cas, 1 par 1000, mais généralement lors de l'insertion. C'est-à-dire que la plupart de ces perforations prennent lieu quand le docteur, quand le médecin est en train d'insérer le dispositif. Mais ça peut aussi prendre lieu à une peut-être plus tardive. Mais ça, c'est plus fréquent en cas de forme ou de position anormale de l'utérus. Il y a une anomalité de l'utérus ou l'utérus cicatrisé, par exemple, une femme qui a eu une césarienne ou une myomectomie qui rend la paroi de l'utérus faible. Mais, comme on dit, le dispositif interutérin ont un indice de Pearl à 0,8 en général. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Yes, oui. La grossesse, une cervicite aiguë parce qu'on va augmenter l'infection. Maladie inflammatoire pelvienne, ça va augmenter l'infection. Sepsie purpurale. Avortement post-septique immédiat. Mais aussi la maladie trophopraxis gestationnelle. Le cancer de col, le cancer de l'endomètre, les saignements inexpliqués et la tuberculose pelvienne. Ce sont les contre-indications au dispositif intra-utérin. Passons maintenant aux contraceptifs hormonaux. Les pilules, les injectables, les implants, les anneaux vaginaux et la patch cutanée. Et le dispositif interutérin hormonal, duquel on a parlé déjà. Alors, comment ça a commencé? Monsieur Gregory Pincus, docteur, qui travaillait à Worcester Foundation, dans une place qui s'appelle Shrewsbury, à Massachusetts, aux États-Unis, il avait demandé à monsieur Min-Chu Chang, MC Chang, il a demandé de collaborer avec lui parce que monsieur Chang était bien connu pour avoir fait la première FIV dans les lapins. Et M. Gregory Pincus aussi était bien connu, mais c'est lui qui a établi cette Worcester Foundation. Il a demandé à M.C. Chang de le joindre. Et ils ont pensé que comment est-ce que la femme qui est enceinte peut être enceinte de nouveau? Est-ce qu'elle a une ovulation? Bien sûr que non. Et pourquoi? Parce que la progestérone est élevée dans son corps. Alors on a inventé cette méthode de contraception. Disons, ici on donne de la progestérone à la femme, on va arrêter l'ovulation. Et le monsieur qui a fait les études cliniques, c'était Dr. John Rock à Harvard, et qui a payé l'argent. Il y avait d'abord Margaret Sanger qui a commencé le IPPF. Et peut-être vous savez ou non que ce mouvement a été très fortement opposé aux États-Unis quand Margaret Sanger a commencé à demander que les femmes doivent avoir le droit de ne pas avoir des enfants.
La femme qui l'a aidé, la philanthrope qui a donné l'argent, c'était Madame Catherine McCormick. Et alors, on a commencé avec les pilules. Elles contiennent, comme on dit, la progestérone, ou un type de progestatif, hein, mais aussi une petite quantité d'estriol. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que l'estriol était nécessaire pour prévenir les saignements intermenstruels. Si on donne la progestérone seulement, pour longtemps, et en rappelant qu'ici, on veut donner une très petite dose, alors on a le risque d'avoir des saignements intermenstruels, alors on ajoute une petite quantité d'estradiol. Mais la progestérone agit principalement en inhibant l'ovulation par rétroaction négative, un feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et la progestérone modifie également la glaire cervicale, l'endomètre et la motilité des jambes. L'estradiol est nécessaire pour venir les saignements, comme je dis. Alors, quel estradiol? On peut utiliser l'estradiol en forme de estradiol ou estradiol 3-méthyl ether, et c'est qui est également appelé mestranol. Et comment ça se prend? Une pilule par jour. Essayons de la prendre au même temps, le jour. Si c'est au matin, alors ça doit être toujours au matin. Si c'est le soir, toujours le soir. Le paquet contient 21 pilules. Et voilà les progestatifs qu'on utilise dans toutes les pilules qu'on utilise pour contraception. Alors, elles peuvent venir d'une base des molécules qui contiennent 21 atomes de charbon, c'est-à-dire les progestines, qui nous donnent les prégnanes, ou de celles qui commencent de la base de testostérone, qui contient 19 atomes de charbon, et ce qui, quand on enlève un atome, on nous donne les estrades, 2 atomes, on nous donne les gonades, et ici aussi il y a le spironolactone, selon lequel on obtient le drosperinone. Alors il y a la première génération, deuxième, troisième, quatrième génération, mais ce que vous pouvez constater ici, que la lévonorgestrel est vraiment la molécule qui est peut-être le plus sain pour les femmes. Mais bien sûr que les pilules peuvent avoir des effets indésirables. Très peu, mais peu, parce que comme un risque légèrement accru de thromboembolie veineuse, de thromboembolie artérielle, cancer de sein et cancer du col de l'utérus. Ça, c'est très rare, en environ de 1 par 1000 ou bien 3 par 1000, risque élevé. Alors, et les doses plus élevées d'estrogène sont associées à une augmentation de la thromboembolie veineuse et artérielle. Certaines formulations de progestérone, notamment le gestosène, le désogestrel, l'acétate de cyproterone, le drosperinone, en association avec les estrogènes, sont associées à des taux plus élevés de thromboembolie veineuse que celles qui contiennent la lévonorgestrel, comme je viens de dire. Il y a d'autres effets indésirables, rares bien sûr, les nausées, maux de tête, douleurs mammaires, pigmentation de la peau, saignements menstruels irréguliers, aménorrhée, modification du libido et de l'humeur, un déclin de la fonction hépatique, une augmentation de la tension artérielle. Mais bien sûr, on doit se rappeler que la grossesse elle-même a beaucoup de risques, plus que des effets indésirables. Alors, on ne peut pas prendre tout dans la vie. Si on ne veut pas avoir une grossesse qui est elle-même liée à certains risques, alors les pilules, on met le choix. Il y a bien sûr des contradictions absolues. Il y a des femmes qui ne doivent pas du tout recevoir ces contraceptifs combinés.
comme les femmes qui ont eu des troubles thromboemboliques, maladie de l'artère coronaire, maladie cérébrovasculaire, des saignements vaginaux non diagnostiqués, maladie hépatique aiguë, parce que les progestérone et l'estrogène sont métabolisés dans le foie, suspicion de carcinome génital ou mammaire, porphyrie, migraine avec aura, et bien sûr avec la grossesse. Mais aussi, on doit se rappeler que ces pilules sont associées avec une diminution du risque de cancer de l'endomètre, de l'ovaire et du colorectal. Les contradictions relatives, les migraines classiques sans aura, hypertension contrôlée, cholestérol, diabète avec complications au plus que 20 ans, obésité, allaitement maternel, parce que ça est sécrété dans le lait. Alors on utilise la progestérone, la pilule qui contient seulement de la progestérone, comme on va dire, le tabagisme et l'âge de plus que 35 ans. Alors, comme je viens de dire, il y a aussi des pilules de base de progestérone uniquement, qu'on appelle parfois les mini-pills. Elles contiennent uniquement une petite quantité de progestatifs, du désogestrel, norethistérone, mais elles ne contiennent pas d'estrogène. Alors, on les prend tout, ça, c'est particulièrement intéressant pour les femmes qui viennent d'accoucher, parce que l'estradiol, on n'aime pas que ça sorte dans le lait et peut-être affecter le bébé qui allait. Alors, ces pilules doivent être prises tous les jours, même pendant les règles. Et le paquet contient 28 comprimés. Comment ça fonctionne? En modifiant la glaire cervicale, en empêchant la pénétration des spermatozoïdes, mais ça n'inhibit pas l'ovulation. Et alors, comme je dis, c'est idéal pour les femmes qui allaitent, mais c'est moins efficace que la pilule combinée. Alors, l'indice de Pearl, c'est à 9. Il y a aussi les pilules combinées séquentielles, c'est-à-dire que toutes les pilules ne sont pas les mêmes. D'abord, le premier groupe de ces pilules contient de l'estradiol et le deuxième groupe contient de la progestérone. Voilà, elle contient uniquement des estrogènes pendant la première partie du cycle et un estrogène et un progestatif par la suite. Par exemple, il y a une préparation qui contient 50 microgrammes d'éthanol estradiol pendant 7 jours et ensuite 50 mg d'éthanol estradiol de nouveau, mais avec 2,5 mg de linostérénol pendant les 15 jours suivants. Alors, ce sont 22 pilules et on commence au 5e jour du cycle peut-être et on continue jusqu'on finit. Alors, on attend les règles, on commence au 5e jour et comme ça. Il y a autre méthode d'utiliser. Alors, on dit à la femme, prenez ça pendant 21 jours et arrêtez 7 jours et recommencez, même si vous n'avez pas eu des règles. Alors, pourquoi on a fait cette préparation? Parce que ça minimise les effets indésirables de l'estradiol, mais aussi ça maximise l'effet de la progestérone dans l'inhibition de l'ovulation. Mais il n'est pas couramment utilisé, peut-être, n'est pas couramment utilisé. Maintenant, passons aux contraceptifs injectables, qui sont toujours une partie des contraceptifs hormonaux. Il y a de ceux qui contiennent les deux hormones combinées et il y a de ceux qui comprennent la progestérone uniquement. Voilà les préparations qui contiennent de la progestérone seule, administrée par injection intramusculaire ou subcutanée,
Les deux principales préparations sont l'acétate de médroxyprogestérone, 150 mg intramusculaire tous les 3 mois. Il y a aussi les énancettes de norethystérone, 200 mg, sous-cutané tous les 2 mois. Et les deux préparations inhibent l'ovulation avec un indice de Pearl à 6. Mais il y a un effet secondaire ici, parce qu'on n'a pas cette rythmicité. Il n'y a pas le rythme comme les pilules. Alors les femmes peuvent avoir des saignements irréguliers. Alors, on a parlé des contraceptifs injectables qui contiennent de la progestérone seule, mais il y a aussi les combinés. Alors, qui contiennent un progestatif en estrogène et administrés par injection intramusculaire tous les 28 jours à 30 jours. Alors, c'est un injectable mensuel. Comme on se rappelle, dans les apôts d'avant, il y a les préparations une préparation qui est chaque 3 mois, une qui est chaque 2 mois. Mais aussi, peut-être, ici, on a cette contraceptif qui est plus ou moins naturel parce que la femme prend cette injection tous les mois, tous les 28 à 30 jours. Et comment ça agit en inhibant l'ovulation. Et voilà des exemples. Il y a une préparation qui contient des valérites d'estradiol avec une énoncée de testosterone qui est approuvée dans au moins 206 pays. Et aussi le cypionate d'estradiol qui contient 5 mg de cette préparation et aussi 25 mg d'acétate de médroxyprogestérone. Et dans ce cas, comme on dit, c'est approuvé dans 18 pays au moins, et c'est une injection qu'on prend tous les mois. Alors, les contraceptifs injectables ont toujours des effets indésirables dans une petite minorité de patientes, comme les irrégularités des règles, même parfois rarement aménorrhées, dysménorrhée, sensibilité, douleur des seins, mal de tête, modification de la libido, retention d'eau, gain de poids, tout ça c'est minime. Réaction locale aussi d'injection et l'indice de Pearl est à peu près de 6. Alors c'est moins efficace que les pilules. Passons maintenant aux implants contraceptifs. Il y a c'est-à-dire une ou plusieurs petites tiges en plastique flexible qui est placée sous la peau. Généralement dans le haut du bras, mais peut-être dans d'autres parties du corps, mais ça doit être placé par un médecin ou une infirmière. Les deux versions les plus courantes sont l'implant détonorgestral à un seul bâtonnet, comme vous voyez, une seule tige, qui est efficace pour 13 ans, et l'implant de lévonorgestral, qui sont 2 tiges, mais qui est efficace pour 5 ans. Et alors l'indice de Pearl 0,015, alors c'est très efficace en fait. Et voilà comment on fait l'insertion d'implants contraceptifs, comme vous voyez à droite. On les met, on rentre sous la peau et ensuite on les dépose dans le tissu adipeux sous la peau. Et voilà ici, à droite, en bas, le docteur est en train d'insérer 2 tiges. Et voilà, à gauche, il y a un truc qui aide le médecin à placer la tige dans la place propre. Mais le problème, c'est le retrait des implants. Ça nécessite une petite, je ne veux pas dire une opération, mais c'est quelque chose, une petite procédure, comme vous voyez ici, avec une petite incision
pour extraire le bâtonnet. Il y a aussi des effets indésirables qui sont rares mais qui existent. Le cycle devient irrégulier dans plusieurs femmes, en particulier au cours des 6 à 12 premiers mois. Les règles deviennent très peu ou bien même améliorées. Maux de tête, douleur mammaire, nausées, changement d'appétit, saute d'humeur, dépression, gain de poids, vertige et symptômes de grossesse, et aussi les complications lors de l'insertion ou du retrait qui sont si rares. Mais rappelons-nous que ces implants sont bénéfiques en cas de dysménorrhée et d'endométriose, où le traitement est de donner un progestatif qui va travailler pour une longue période, disons 2 ans, 3 ans, 5 ans. Alors, il y a aussi les anneaux vaginaux qui sont aussi médicamentés et contiennent de la progestérone. Alors, c'est un système d'administration vaginale. La matrice est de polymère plastique incrusté ou incorporé avec un médicament contraceptif. C'est inséré par la patiente elle-même. Elle contient de la progestérone et des estrogènes, comme le Novaring et la Novera, ou de la progestérone uniquement comme le Progering. Et on insère ça, la femme insère ça pour 21 jours et 5 jours de repos. Et les anneaux peuvent rester actifs pendant 1 an, en particulier les anneaux de Anovera. Et en cas de retrait pendant plus de 3 heures, une contraception d'appoint doit être utilisée. C'est-à-dire que ça peut toujours fonctionner pour 3 heures, mais après ça, on doit utiliser notre contraception pour empêcher la grossesse. Mais elle est peu efficace comparée aux autres méthodes. L'indice de Pearl est à 9. Il y a aussi les patchs contraceptifs qui contiennent de la progestérone et des estrogènes et qui est appliqué sur le haut du bras, les fesses, l'abdomen ou la cuisse. Alors, le patch doit être changé chaque semaine. Pendant 3 semaines et la 4e semaine, repos, dans laquelle la femme aura ses règles. Les effets indésirables comprennent un gène mammaire, les maux de tête, réaction du site d'application, nausées, infection des voies respiratoires supérieures, des crampes menstruelles et des douleurs abdominales. Et voilà l'indice de Pearl est à 9. Et enfin, comme on a dit, il y a les dispositifs hormonaux desquels on a déjà parlé. Ils sont efficaces jusqu'à 5 ans et l'indice de Pearl est de 0,2. Ensuite, il y a la méthode chirurgicale pour la femme et pour l'homme. Commençons alors par la stérilisation féminine. Alors là, on fait une occlusion, une ligature ou une section ligature des 2 trompes de Fallope. Peut être réalisée par la laparotomie, par exemple pendant une césarienne, laparoscopie ou bien une cystoscopie. C'est une méthode très efficace. L'indice de Pearl est de 0,5, mais il y a des échecs très rares. Et pourquoi l'échec? Ça peut être dû à une recanalisation. Mais la méthode est presque irréversible. La femme qui fait cette méthode doit comprendre que c'est une méthode irréversible et si elle veut inverser sa décision, ça doit être fait par microchirurgie qui n'est pas toujours efficace. Alors dans ce cas, on fait la FIV si une fertilité future est recherchée dans les femmes qui ont déjà fait une stérilisation. Et voilà, à gauche, on fait comment on fait un électrocautérisme
pour boucher les trompes. Au milieu, il y a la bague de Fallope et la clip de Filcher. Voilà, comme vous les voyez, on applique un de ces deux méthodes selon l'aparoscope, le oscilloscope. Et ensuite, il y a de ceux qui préfèrent couper et enlever cette partie de la trompe, ce qu'on appelle la technique de Pomeroy. Et voilà comment on applique l'anneau de Fallope, par exemple. Voilà l'hystéroscope. Et si vous voyez, au centre, il y a la pointe allongée avec deux anneaux anti-élastiques. Alors, on applique ça sur une trompe et on pousse. Alors, un de ces anneaux se place sur une des trompes et ensuite on prend l'autre côté et on fait la même chose. Alors, c'est avec la même insertion du scope. Et voilà la pointe étendue et la pointe allongée avec un anneau et la pointe allongée avec deux anneaux. Et voilà comment cet anneau de silicone, le Fallope Ring, se trouve. Et voilà un anneau de Fallope appliqué. Et ça, c'est un oscilloscope en photo. Il y a, de l'autre côté, il y a aussi une stérilisation féminine hystéroscopique. Le système Escher. Et ce système n'est pas très efficace. On n'a pas bien évalué ce système. On fait une hystéroscopie et sous anesthésie générale ou locale, on fait la stérilisation n'est pas immédiate. Hein. Il faut attendre jusqu'à 3 mois pour agir. Et l'occlusion des trompes doit être vérifiée par échographie ou hystérosalpingographie. Alors, l'efficacité n'est pas correctement évaluée jusqu'à présent. En même temps, il y a la stérilisation masculine, la vasectomie, qui peut être aussi faite sous anesthésie générale ou locale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une section bilatérale et ligature du canal déférent, des canaux déférents. Elle est très efficace. L'indice de Pearl est à 0,15 et l'homme qui fait ça doit comprendre que c'est une méthode irréversible. Ça peut être inversé, mais par microchirurgie, qui n'est pas toujours efficace, parce que après cette méthode, le corps peut former des anticorps contre les spermatozoïdes. Alors dans ce cas, si le monsieur veut avoir des enfants et on doit faire ICSI pour sa femme et prendre les spermatozoïdes de ses testis. Et enfin, on a la contraception d'urgence. La femme n'a pas utilisé une méthode de contraception et elle a eu des relations, elle a peur d'être enceinte. Alors qu'est-ce qu'on fait? 3 méthodes. Les pilules du lendemain. Monsieur Albert Husby du Canada, qui a inventé cette méthode, il a dit alors, on dit à la femme de prendre 2 pilules le lendemain et 2 pilules le jour d'après. Et ça peut fonctionner, ça peut avoir des résultats jusqu'à 72 heures. Et maintenant, on met ces pilules dans un paquet comme ça, le plan B ou Tecaction. Et alors. Il y a aussi le Ulipristal, qui était un médicament qui était introduit pour le traitement des fibromes, mais qui n'est pas couramment utilisé, mais qui peut être utilisé dans ce cas et qui peut fonctionner jusqu'à 120 heures des rapports sexuels. Et la troisième méthode, c'est d'insérer un dispositif intra-utérin
au cuivre. En même temps, on peut faire ça jusqu'à 120 heures des rapports sexuels. Alors, on se rappelle une autre fois de l'indice de Pearl, comme on a parlé déjà. Qu'est-ce que c'est que l'indice de Pearl? C'est une méthode pour évaluer l'efficacité des contraceptifs. Alors, c'est le nombre d'échecs, c'est-à-dire le nombre de grossesses, après 100 années d'exposition des femmes, soit 100 femmes pendant un an, ou 10 femmes pendant 10 ans, par exemple. Alors, comment on calcule ça? On prend le nombre de grossesses accidentelles, on les divise par le nombre total de mois d'exposition et on multiplie par 100. Et voilà ce tableau qui nous dit que la méthode peut être la plus efficace. Ce sont les implants sous-cutanés. Ensuite, la stérilisation masculine, les dispositifs hormonaux, la stérilisation féminine, le dispositif au cuivre, les contraceptifs injectables, les pilules de progestérone uniquement, les patchs contraceptifs, les anneaux vaginaux sont tous à un indice de 9. Aussi le diaphragme 12, préservatif masculin 18, bonnet cervical 20, préservatif féminin 21, c'est-à-dire le condom féminin, la méthode de retrait 22, la planification familiale naturelle 24, les suppositoires vaginaux 28, une éponge avec des spermacides 32. Et si la femme n'utilise rien, alors 85% de femmes deviennent enceintes pendant un an. Alors maintenant, un ou deux mots sur l'utilisation des contraceptifs dans le monde. Ça, c'est selon l'Organisation des Nations Unies en 2022. Et comme vous voyez ici, il y a en gris, il y a le nombre de millions de femmes qui n'ont pas besoin de contraception. En 1990, c'était 627 millions. En 2021, 807. Et il y a des femmes qui ont des besoins non satisfaits. C'était 147 millions en 1990, mais en 2 années, en 2021, elles étaient 164 millions dans le monde. Et il y a ceux qui utilisent les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire la planification familiale naturelle. Il y a de ceux qui utilisent les formes modernes desquelles on a parlé. Alors, en 1990, c'était 467 millions de femmes. Maintenant, c'est 874 millions de femmes. Mais il y a une grande femmes qui n'ont pas besoin, peut-être elles sont mariées, elles ne sont pas mariées, ou n'importe. Mais celles qui utilisent les contraceptifs, alors la méthode la plus utilisée, c'est la stérilisation féminine, selon l'ONU, 22,9%. Ensuite, le préservatif masculin, 21,8%. Ensuite, des dispositifs intra-utérins, 16,8%. Ensuite, la pilule, 15,7%. Et ensuite, les injectables en 5,5%. Et les autres méthodes dans des pourcentages moins élevés. Avec ça, je termine ma présentation et je vous remercie pour votre attention.